Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition. Voici les titres de l'actualité. Le Maroc et les États-Unis renforcent leur coopération militaire. Une nouvelle feuille de route bilatérale a été signée le 21 mai à Rabat. Un partenariat stratégique dont chaque partie tire profit. Détail à suivre dans cette édition. La liberté d'expression et la lutte contre la désinformation font les gros titres en Tunisie. Après la condamnation de 2 chroniqueurs à 1 an de prison, arrêtés le 11 mai, ces journalistes étaient poursuivis en vertu d'une loi sur les fausses informations pour avoir critiqué le pouvoir du président Kais Saied. Et l'Afrique du Sud tente de mettre fin aux inégalités qui gangrènent son système éducatif. Plus de 30 ans après la fin de la ségrégation raciale, un projet de loi d'amendement sur l'éducation de base a été adopté par le Parlement, dont le mandat expire dans quelques jours. Mais tout d'abord au Tchad, dans la foulée de son investiture le 23 mai, le président Mahamat Idriss Déby, élu dès le premier tour à l'issue de l'élection présidentielle du 6 mai, a désigné son premier ministre. Il s'agit de Alla May Alina. Ce dernier a été directeur général du protocole sous le feu général Idriss Déby Itno. Alla May Alina succède à Succès Masra, qui a déposé sa démission le 22 mai, ainsi que celle de son gouvernement, conformément à la constitution tchadienne. Le Maroc et les États-Unis, qui collaborent depuis les années 1950, ont franchi une nouvelle étape dans leur coopération militaire. Les deux parties ont signé le 21 mai à Rabat une nouvelle feuille de route avec des avancées pour promouvoir la paix régionale. Il s'agit d'un partenariat stratégique dont les deux parties ont su tirer profit. Les explications de Philomène Tine. Le Maroc et les États-Unis ont renforcé leurs relations bilatérales en signant une nouvelle feuille de route mardi 21 mai 2024 à Rabat, la capitale. Le Maroc, dans le top 5 des puissances économiques de l'Afrique et avec une influence grandissante sur le continent, œuvre à l'amélioration de ses capacités de défense. Possédant la deuxième plus grande flotte de drones militaires d'Afrique, le Maroc devrait améliorer ses technologies militaires dans le cadre du renforcement de la coopération avec les États-Unis, une des plus grandes puissances militaires du monde. Ce qui nous entrevoyons aussi, c'est que les États-Unis renforcent leur coopération militaire de 2 décennies avec le royaume chérifien au moment où l'armée américaine, la base américaine est quand même chassée du Niger et que l'Amérique ne peut pas se permettre de ne pas avoir la vue sur cette bande sahélienne et par là le reste du continent. De ce fait, je crois que c'est les États-Unis qui tirent plus profit de cette stratégie. Le Maroc a entrepris un programme de modernisation des forces armées royales afin de renforcer ses capacités de défense et améliorer ses équipements militaires. Entre 1980 et 2024, les forces armées royales auraient fait l'acquisition de 223 aéronefs pilotés à distance auprès des fournisseurs étrangers selon le site Military Africa. Par ailleurs, les États-Unis jouent un rôle crucial dans ce processus en fournissant des équipements militaires de pointe au Maroc. Pourquoi le continent africain tisse des relations de coopération militaire plus avec des partenaires hors continent plutôt qu'avec des partenaires sur le continent? J'espère qu'il viendra un jour où on pourra avoir une coopération militaire d'envergure entre Africains pour pouvoir traiter des questions sécuritaires africaines. Depuis 2 décennies, le Maroc et les États-Unis coopèrent étroitement, participant régulièrement à des exercices militaires conjoints comme l'African Lion, l'un des plus grands exercices militaires en Afrique. L'Afrique de l'Ouest est comptée parmi les régions les plus dynamiques du continent africain et ce nouvel outil devrait améliorer ses performances. Une plateforme en ligne dénommée Observatoire de la compétitivité a été lancée le 21 mai par la Commission de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, et le Centre du commerce international. Objectif affiché, stimuler la croissance économique régionale. Les précisions de Philomène Tine.
Avec près de 500 millions d'habitants et 48% de sa population vivant en milieu urbain, selon la Banque mondiale, l'Afrique de l'Ouest cherche à renforcer sa compétitivité commerciale sur la chaîne mondiale. Parmi les opportunités qui se présentent pour améliorer la position économique de la zone figurent les exportations régionales. Fort de ce constat, les décideurs politiques et les entreprises d'Afrique de l'Ouest ont lancé un observatoire de la compétitivité ouest-africaine. Cette plateforme en ligne va ajouter aux exportations au monde une plus-value de 45,7 milliards de dollars d'ici 2027, d'après les estimations du Centre du commerce international. Il s'agit essentiellement de renforcer la présence des PME du secteur privé africain sur le marché africain et sur le marché du reste du monde. Donc il s'agit de renforcer les capacités et la compétitivité de ces entreprises-là. Donc il s'agit de les appuyer, de leur donner tout ce qui est compétences institutionnelles et tout ce qui est respect des normes et des standards pour pouvoir vendre sur un marché, que ce soit le marché africain ou le marché européen. L'Observatoire de la compétitivité ouest-africaine devrait aider les petites entreprises à accéder plus efficacement au marché, une manière de créer des emplois et contribuer à la croissance économique de la région. Toutefois, les domaines prioritaires au développement du commerce ouest-africain demeurent les réseaux d'infrastructures, la diversification économique, la facilitation du commerce et des transports, entre autres. La CEDEAO a sa stratégie de mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine. Et donc, tout ce programme-là, qui continue à la suite des programmes passés, vise effectivement à identifier les produits clés pour chaque pays et identifier les différents acteurs intervenant dans ces chaînes de valeur-là pour ces différents produits et les amener à être plus compétitifs en agissant sur les facteurs de compétitivité en amont comme en aval. Censés relier le Nigeria, le Bénin, le Togo, le Ghana et la Côte d'Ivoire, les travaux préparatoires du projet d'autoroute Lagos-Abidjan ont bénéficié d'un financement de 15,6 millions de dollars auprès de la Banque africaine de développement et d'autres partenaires en 2022. Une fois en service, ce projet devrait participer à booster les exportations régionales ouest-africaines. L'Afrique développe des solutions de santé numérique. La Banque africaine d'import-export Afreximbank et le service de télémédecine situé au Nigeria, MobiHealth, ont conclu un nouveau partenariat stratégique. Objectif affiché, étendre des services de télémédecine dans d'autres pays pour améliorer le développement de la santé publique. Environ 65 millions de dollars sont nécessaires pour y parvenir. Plus de détails avec Amenej. Un accord de facilité a été signé entre la Banque africaine d'import-export Afreximbank et Mobi Healthcare dans le cadre de la préparation de projets visant à étendre les services de télémédecine de Mobi Health au Nigeria et probablement en Égypte, au Ghana, au Kenya et en Côte d'Ivoire. Objectif, mettre en place un réseau de cliniques de télémédecine à travers l'Afrique, entièrement équipé d'installations de soins ambulatoires. Les avantages de la télémédecine sont multiples. Tout d'abord, elle permet d'améliorer l'accessibilité aux soins de santé en éliminant les obstacles géographiques et en offrant des consultations à distance. Cela est particulièrement important dans les régions où les infrastructures médicales sont limitées, voire inexistantes. Ensuite, il faut comprendre que la télémédecine va réduire le coût pour le patient, tout en évitant des déplacements souvent onéreux, je dirais même super onéreux, vers des établissements de santé. Elle offre également une grande flexibilité dans la prise de rendez-vous et permet aussi un suivi régulier du patient. Surtout les patients qui sont atteints de maladies chroniques. Quand je parle de maladies chroniques, je parle de tension, je parle de diabète, je parle de cancer et j'en passe. Les termes de l'accord, chiffrés à 1,5 million de dollars, indiquent que Afreximbank financera en partie les activités de préparation qui tireront parti de la plateforme propriétaire de télémédecine intégrée avec succès de MobiHealth, initialement testée au Nigeria. Ce processus devrait également permettre de rendre le projet bancable pour débloquer de nouveaux investissements par emprunt de premier rang estimé à 65 millions de dollars. Pour le continent africain, je crois fermement en son potentiel de réussir un tel projet de télémédecine. Parce que, écoutez, malgré les défis, l'Afrique a fait des progrès significatifs dans le domaine des technologies. La pénétration croissante de l'Internet et l'adoption rapide même de la téléphonie mobile offrent une base assez solide pour le déploiement de la télémédecine sur le continent. De plus, il faut voir que les besoins en matière de santé publique en Afrique sont énormes. Donc, ce qui va créer une demande assez importante pour des solutions innovantes
comme la télémédecine. Ce partenariat vient accélérer le déploiement de solutions de soins de santé numériques et mobiles, améliorant l'accès, l'efficacité ainsi que la qualité. MobiHealth fait ainsi appel à des professionnels de santé locaux et de la diaspora qui sont en mesure de diagnostiquer et de prescrire des médicaments aux patients à distance, réduisant les temps d'attente et de déplacement. Le verdict est tombé en Tunisie pour les deux chroniqueurs poursuivis en vertu d'une loi sur les fausses informations pour avoir critiqué le pouvoir du président Kais Saied. Arrêtés le 11 mai, les deux journalistes ont été condamnés le 22 mai à 1 an de prison. Cette décision soulève des questions sur la liberté d'expression et la lutte contre la désinformation en Tunisie. Les explications de Philomentine. Le tribunal de première instance de Tunis a prononcé une condamnation à 1 an de prison contre deux chroniqueurs mercredi 24 mai 2024. Accusés de diffusion de fausses informations pour avoir critiqué le pouvoir du président Kais Saied, un présentateur de médias privés et un commentateur politique ont écopé de 6 mois de prison chacun pour attribution de données infondées visant à diffamer les autres, à porter atteinte à leur réputation et à leur nuire financièrement ou moralement. Le pays n'est pas arrivé à une normalité concernant les contre-pouvoirs institutionnels et constitutionnels, et cela pèse très lourdement sur le climat du pays. Il y a des tensions, mais ça concerne un microcosme. La population, elle est surtout en difficulté, elle est dans la survie. Et le problème, c'est que c'est très mauvais, en tout cas dans le contexte d'aujourd'hui. Ces condamnations ont provoqué une vague de réactions du côté de la presse tunisienne. Des dizaines de journalistes ont manifesté devant le tribunal pour protester contre le procès de leurs confrères. Ceci au moment où la liberté de la presse s'est effondrée en Tunisie. La place du pays maghrébin est passée de la 72e au classement mondial de la liberté de la presse établi par Reporters sans frontières en 2019 à la 118e en 2024. Bien évidemment, condamner des journalistes pour un délit d'opinion est toujours une mauvaise chose. En tout cas, ce qu'on observe en Tunisie, c'est une espèce de durcissement dû à des années de dérive. En réalité, les journalistes sont devenus, avec la multiplication des chaînes, les justiciers un peu du pays. Les détentions de journalistes se prolongent en Tunisie. Depuis 2021, 60 arrestations du même genre ont eu lieu. Les organisations non gouvernementales tunisiennes et internationales dénoncent une atteinte aux droits humains. Quant au rapport du syndicat national des journalistes tunisiens sur la liberté de la presse en Tunisie, il a fait état de 211 agressions perpétrées contre des journalistes, correspondants et photographes entre le 1er mai 2023 et le 30 avril 2024. L'Afrique du Sud est le pays le plus inégalitaire au monde selon un rapport publié en 2022 par la Banque mondiale. Et ces inégalités impactent le système éducatif, encore marqué par des années de ségrégation raciale. C'est justement pour tendre vers plus d'équité que le Parlement sud-africain, en fin de mandat, a adopté le 21 mai un projet de loi d'amendement sur l'éducation de base. Plus de détails avec Marie-Raphaël Antolo. En Afrique du Sud, l'Assemblée nationale a adopté mardi 21 mai 2024 le projet de loi d'amendement sur l'éducation de base. Dans ce pays où l'éducation est un défi majeur, notamment pour les Sud-Africains noirs et métis qui représentent 84,5% de la population, le nouveau texte devrait permettre d'accroître le taux de scolarisation estimé à 73,4% en 2022 et dans un contexte où seuls 38% des jeunes obtiennent leur bac selon les données officielles. Nous supportons la provision qui donne le pouvoir aux enseignants d'encadrer la présence des enfants à l'école et de prendre des actions afin que l'éducation suive et qu'il y ait une réduction des enfants n'allant pas à l'école. Selon le rapport 2022 du laboratoire sur les inégalités mondiales, l'Afrique du Sud est l'un des pays les plus inégalitaires au monde. En effet, les 10% des plus riches de la population captent 66% des revenus nationaux et 50% des plus pauvres du pays se partagent à peine 5,3% des ressources nationales. Et le système éducatif sud-africain est à l'image de ces inégalités.
Dans les écoles publiques gratuites, par exemple, seuls 20% des élèves atteignent le niveau minimum en mathématiques et en sciences en classe de 3e, d'après l'étude Trends in International Mathematics and Science menée en 2015. Cet amendement peut être néfaste, spécifiquement pour les étudiants musulmans qui sont retirés des écoles pendant 2 ans pour mémoriser le Coran, pourrait affecter nos religions. Cependant, un amendement selon lequel les étudiants musulmans peuvent être retirés de l'école pendant 2 à 3 ans, ensuite ramenés à l'école, peut être plus bénéfique. Soulignant que ce projet a été adopté à la fin du mandat de 5 ans de l'Assemblée nationale de la 6e législature qui a débuté le 22 mai 2019. Outre le projet de loi d'amendement sur l'éducation de base, les parlementaires ont également procédé à l'adoption du projet de loi d'amendement du fonds de pension, du projet de loi sur les marchés publics et du projet de loi d'amendement des statistiques. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.